Rico. Audio 2096. Je me suis promené dans les tréfonds et j'y ai trouvé l'âme humaine. Je me suis promené dans les tréfonds et j'y ai trouvé l'âme humaine. Là-haut j'ai trouvé la tristesse, j'ai trouvé aussi l'allégresse. Couleur de ciel, couleur de pluie, la joie et force sont tout en lui. Je me suis promené dans les tréfonds et j'y ai trouvé l'âme humaine. Je me suis promené dans les tréfonds et j'y ai trouvé l'âme humaine. Pour la noirceur de toute peine, j'ai trouvé aussi le soleil. Là-haut j'ai trouvé la colère, j'ai trouvé aussi le pardon. Je me suis promené dans les tréfonds et j'y ai trouvé l'âme humaine. Je me suis promené dans les tréfonds et j'y ai trouvé l'âme humaine. J'ai trouvé l'attrait du néant, j'y ai trouvé l'amour divin, j'y ai trouvé les espoirs vains, le puissant souffle de l'esprit. Je me suis promené dans les tréfonds et j'y ai trouvé l'âme humaine. Je me suis promené dans les tréfonds et j'y ai trouvé l'âme humaine. J'y ai trouvé l'aridité, j'y ai trouvé les greniers pleins, la sécheresse sur les plaies, la bienfaisance de l'ondée. Nous sommes donc dans l'épisode 2. Je vous ai raconté un peu ma vie avant. L'idée, c'était plutôt de vous proposer de connaître un peu le cheminement qui m'a amené dans cette quête personnelle, cette quête spirituelle, on peut dire, ou en tout cas cette quête de connaissance de soi. Le cheminement qui m'a amené au Pérou, ici, pour expérimenter l'ayahuasca. C'était donc l'objet de cet épisode 1. Nous voici donc dans l'épisode 2 et je vais donc poursuivre. Où en étions-nous? Donc dans la Maloca, c'est ça. La Maloca, donc, c'est le lieu dans lequel se déroulent les rituels. Nous étions en pleine cérémonie d'ayahuasca. Je viens d'absorber le breuvage et je suis retourné m'asseoir à ma place. J'attends, serein, légère excitation. Et au bout d'une demi-heure environ, des images commencent à venir à moi. D'abord monochrome, sur fond noir, toujours dans un mouvement fluide, en expansion. Les mots qui me viennent sont abondance, exubérance, mouvement, création infinie. Ces images sont vivantes, ce sont des sortes de fibres, des lianes, une énergie végétale qui se présente à moi en serpentant au rythme des chants que j'entends. Nuances de violet, mauve, bordeaux, toujours en 2D, sur fond noir. Ce qui m'impressionne, c'est surtout le mouvement. Le réalisateur est créatif et habile avec la caméra, mais le directeur de la photographie reste sobre. J'ai la sensation que cette économie de couleurs est une façon pour la plante de se présenter à moi, comme s'il fallait qu'elle entre en contact avec retenue et douceur. Physiquement, ça va, je suis pas trop tendu. Je me remémore d'ailleurs les effets du LSD qui conduisaient mon corps à se contracter parfois violemment. Et ici, c'est moins brusque. C'est moins sauvage, peut-être aussi parce que les chamans, les curanderos, nous ont demandé de la sobriété pendant l'intégration de la plante durant la cérémonie. Dans leur intervention initiale, ils nous ont demandé de nous contenir. Peut-être que mon corps leur obéit, je sais pas. En revanche, tout se passe sur mon visage. Mon visage se tord, je fais certainement, assurément, des mouvements
étrange avec ma bouche qui se tortille et mes yeux qui s'écarquillent. Je dois faire peur à voir. Mais bon, voilà, la salle est plongée dans l'obscurité de toute façon et ça me confère une grande liberté. Mon visage, semble-t-il, concentre et exprime certainement les sensations de tout mon corps. Les grimaces, c'est apparemment ma façon de réagir de manière compulsive et pas très maîtrisée à cette prolifération d'images car elle défile et me submerge presque maintenant. J'entends certains de mes compagnons de cérémonie, je les entends geindre, vomir, cracher, rôter, pleurer, crier parfois, d'autres sont plus silencieux, j'en fais partie. Je me sens plutôt bien, malgré les tics, les tocs, les réflexes bizarres, surtout sur mon visage. Les sensations physiques sont intenses, mais je crois que mon corps intègre bien la plante. Et puis, petit à petit, les images changent, toujours monochromes, mais du rose, du bleu. Je vois des bêtes étranges entre animales et végétales, à la fois lianes, serpents, mille pattes. C'est en mouvement, sans arrêt, toujours dans un mouvement fluide et naturel, un mouvement plus que maîtrisé. Je dirais que c'est le mouvement incarné. C'est puissant, ça commence à monter là, violemment. Maintenant, je dois vraiment contenir mon corps qui réagit comme il le peut. Je tente de le maîtriser, mais je lui laisse aussi des plages d'expression. J'essaye de trouver un équilibre. Puis, d'autres images affluent, dans des teintes de rouge, de bleu et aussi de blanc, et aussi du noir. Mais ça y est, on est en 3D, et voilà. Ce sont de vraies images, pas de fond noir, désormais. Et ces visions m'emmènent en Asie. Un univers d'animé, de pop culture avec lequel je suis pourtant pas très familier. Je vois un immense robot qui se matérialise devant moi dans une ville japonaise ou coréenne. Et il me fait penser à Goldorak, pour ceux qui ont la ref. Enfin, je pense que tout le monde a la ref, mais sait-on jamais. Alors ces visions-là, elles ne sortent pas de nulle part, hein. Elles abondent, vous le savez évidemment, dans la pop culture, le cinéma, la BD, les mangas. Alors, est-ce que ce sont les créateurs de ces médias, ces artistes qui les ont canalisés, en prenant ou pas d'ailleurs des antéogènes, qui les ont digérés, enrichis, matérialisés, diffusés? Est-ce qu'elles ont été transmises aux êtres humains donc par les plantes ou les psychédéliques? Ou est-ce que c'est l'inverse, c'est que mon expérience antéogène est influencée par les univers des mythologies contemporaines, diffusées par la pop culture, toute cette esthétique qui prolifère depuis un demi-siècle dans notre culture, qui est consommée par mon cerveau et le vôtre certainement depuis quasiment notre naissance. Alors qui, de la poule ou de l'œuf, je sais pas, j'ai mon idée quand même sur la symbolique et l'influence des mythes sur nos civilisations. Mais je ne vais pas développer aujourd'hui. Y a-t-il un message concernant ces images que je reçois? Pour le moment, je ne vois pas. Maintenant, je commence à ressentir la douce énergie féminine de l'ayahuasca. Les images sont toujours présentes, mais je goûte à cet instant la présence de la plante dont l'esprit m'approche en toute délicatesse, avec un amour immense. Elle vient à moi subtilement, tranquillement, chaque pas l'un après l'autre. C'est ce dont j'ai besoin, elle semble m'avoir compris, c'est comme ça qu'il faut entrer en contact avec moi-même dans la vraie vie. Je suis assis au pied d'un immense tronc d'arbre, ici dans la Maloca, à 1 mètre de moi, légèrement à ma droite, et cet arbre sera là pendant toute la cérémonie. Je vais faire une petite aparté. Il se trouve que lors de la diète qui a suivi pendant 8 jours, donc dans la forêt, dans la selva, mon tambo, ma cabane, était niché au pied d'un immense arbre, légèrement à droite, quand je me tenais face à mon tambo. Évidemment, j'ai fait le lien avec cet arbre que j'ai vu pendant la cérémonie et au pied duquel j'étais assis pendant quelques heures. Et ces visions-là, effectivement, je les ai reconnectées. J'ai fait quelques recherches et il semble que cet arbre immense porte le nom de
l'Upuna, plante du ciel, et fait partie des 4 grands docteurs de la selva. C'est l'un des arbres les plus hauts d'Amazonie. J'ai appris que la Lupuna est une gardienne de la forêt. On raconte aussi qu'elle cache à la base de son énorme tronc une grande porte dimensionnelle invisible aux yeux humains qui communique avec le monde spirituel. Il est aussi dit que cet arbre possède une voix qui mugit quand le vent s'introduit dans les cavités de son tronc. La Lupuna est une protectrice, elle veille sur les autres plantes, les animaux et les hommes de l'Amazonie. Mais revenons à la cérémonie. Je sens que l'ayahuasca prend soin de moi, qu'elle me dit que je suis ici parce que c'est le moment, que je suis au bon endroit. Tout s'est fait dans les règles. Je ressens que j'ai fait ce qu'il fallait pour que cette rencontre avec la mère des plantes amazoniennes se passe dans de très bonnes conditions. J'ai même la sensation que la plante et moi, on se connaît, qu'on a déjà connecté ensemble. Mon mental interprète, dans une autre vie peut-être. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression de vivre une expérience familière. J'ai même une impression de déjà-vu, notamment à un moment précis. Je regarde, enfin plutôt je discerne, je sens la présence des 3 chamans comme si j'avais déjà vécu ce moment avec eux. Et je me le redis, je suis au bon endroit. La plante me fait comprendre que j'y suis aussi pour quelque chose, que j'arrive prêt, que ces 25 dernières années de travail sur moi ont servi. Il y a eu du nettoyage de fait. Et ça me donne confiance, comme si la plante venait valider ma démarche d'évolution personnelle en me félicitant. Je ressens cet amour, je ressens l'amour de la plante, je ressens son amour pour les êtres humains que nous sommes, son envie de communiquer avec nous, d'instruire même ceux qui ne sont pas prêts, une générosité étonnamment débordante envers cette espèce qui est la nôtre et qui a servi la nature et détruit la forêt. Je sens la grande intelligence de l'ayahuasca, bien supérieure à la nôtre. Nous sommes les enfants des végétaux, c'est ce que je me dis. Les plantes étaient là bien avant nous. J'ai aussi l'impression de comprendre qu'elles ne sont pas endémiques, que la Terre n'est pas leur berceau, qu'elles sont venues de loin, peut-être à dos d'astéroïdes. À ce moment-là, j'aimerais lui renvoyer cet amour. J'ai envie de lui dire, je t'aime. Mais je sens vite que ces mots, en fait, sont pas appropriés. Ils appartiennent à une dimension matérielle. Ils appartiennent à notre monde humain incarné dans la 3D. Ces mots qui souvent s'adressent à une personne comportent un caractère exclusif, exprimé d'ego à ego ou de conscience individuelle à conscience individuelle. Ces mots-là, je t'aime, ne correspondent pas à la situation, pas du tout. C'est pas je t'aime qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire, c'est merci, simplement. Car dans le merci, il y a tout. On reçoit, on donne. C'est un mot ouvert qui se suffit à lui-même. Maintenant, la plante fait l'état des lieux, elle m'examine, elle circule en moi, elle traverse mon corps comme un serpent lumineux. Je la sens physiquement, vraiment. Je la sens pénétrer ma blessure. Vous savez, ce point dans le dos dont je vous ai parlé dans l'épisode 1 notamment. Cette peur, cette tristesse que je suis venu tenter de guérir ici. La plante fait le tour en douceur, elle serpente de manière fluide en moi et autour de moi. Verdict, je vais bien, je suis en bonne santé, c'est ce que je comprends. C'est à partir de ce moment que je commence vraiment, il me semble, à communiquer avec la Madre. Ces messages sont limpides, clairs, c'est facile, je ne doute pas. D'abord, je comprends que pour l'heure, je suis circonscrit à une espèce de zone de compréhension, une zone de communication avec elle. L'extase, les visions transcendantales, la mort de l'ego, l'illumination, c'est pas pour tout de suite, c'est ce que la plante semble me dire. Chaque pas, l'un après l'autre. Peut-être plus tard dans la cérémonie, l'illumination, mais pas tout de suite. Peut-être d'ailleurs reprendrai-je le breuvage, peut-être pas pour le moment. Tout est bien comme ça. Et on passe à autre chose. Cette blessure, cet enfant qui crie, qui a peur, il faut y venir. C'est une des raisons qui m'a conduit là. C'est le moment de poser la question à la plante. Comment puis-je dépasser cela ?
D'abord, pas de réponse. Je me retrouve devant un portail noir. Je ne peux rien faire, il est bloqué. Sensation que je connais bien dans la vraie vie, quand je tente de contacter cette peur figée dans un recoin de mon inconscient. Comme je l'expliquais dans l'épisode 1, j'ai l'image d'un gardien, un samouraï puissant, inflexible, qui me barre le passage et m'empêche de faire face à ma blessure. Ça fait 13 ans que je tente de contourner l'interdiction de passer et pas moyen. Je m'étais dit qu'ici au Pérou, avec toutes ces conditions réunies et la puissance de l'ayahuasca, que peut-être j'obtiendrais une réponse. Je me retrouve à nouveau devant une porte fermée. Ça n'est pas le samouraï, mais c'est un portail noir et je sais immédiatement que je ne pourrai pas l'ouvrir. Il est fermé à clé, il est infranchissable. Une nouvelle fois, comme un con, je reste bloqué, enfermé comme en prison. Déception. Je reconnais cette sensation à laquelle j'ai accès en conscience. Cette réalité m'est confirmée, je ne peux rien faire pour ouvrir cette porte. Il y a un vrai enjeu là, parce que, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, ce boulet que je traîne, cette impossibilité de me connecter à cet enfant triste en moi, eh bien ça a des répercussions physiques, je le sens au quotidien, cette fatigue, ces douleurs au dos, il y a un lien avec cette peur, avec l'enfant, je l'ai vu en rêve, je le ressens, je le sais. Je suis donc là devant le portail, mais finalement je ne suis pas si triste, je ne suis pas si frustré de ne pas pouvoir ouvrir cette porte, comme si je savais qu'une explication allait m'être donnée. Et c'est le cas. D'abord, concernant mes problématiques physiques, Mama Ayahuasca me dit que je n'ai pas de maladie. Elle me l'avait déjà fait comprendre en circulant comme un serpent en moi tout à l'heure. Mais là, elle me le confirme. Bon, c'est chouette, je suis bien content. C'est ce que m'ont dit tous les médecins que j'ai vus. C'est bien, mon hypocondrie gonfle moins le torse. La plante me dit que ce blocage, ce lumbago chronique, ces sensations physiques étranges qui me gênent au quotidien sont là pour une bonne raison. Cela doit être en haute instance, c'est comme ça que je le traduis, on a décidé que ce blocage demeurerait. Comme une punition nécessaire, il y a une raison pour laquelle cet obstacle infranchissable se dresse devant moi depuis tant d'années. Ah bon ? Ok, super. Depuis tellement longtemps, je tente de passer ce palier, d'ouvrir cette porte, d'amadouer le gardien parce que je veux me sentir plus libre physiquement au quotidien, mais aussi et surtout parce que dépasser cette problématique me fera faire, je l'imagine, un pas de plus vers la sagesse, vers la sérénité, la confiance, l'amour de qui je suis, le pardon, bref, je vais grandir. C'est ma quête personnelle, mais depuis 13 ans que je suis devant ce portail, rien. Mais là, j'entends qu'il y a un moyen. Une récompense, c'est possible. Le portail peut s'ouvrir. Ah bon ? Je croyais que c'était fermé à clé. Non, tu n'auras pas la clé. Tu ne pourras pas le forcer, mais il y a un moyen. Ok ? C'est peut-être pour ça que j'étais pas si inquiet. Je savais, je pressentais que j'aurais la réponse. Et la voici. Incarne ta propre essence avec puissance et humilité. Ne juge pas. Écoute-toi, deviens qui tu es. Vis à partir du cœur. Choisis la voie du sage. Fais ce choix et tu seras délesté de tes fardeaux. Bon, ça sonne un peu mystique comme ça, mais c'est en substance ce que je reçois comme info de la part de la plante. Mais oui, c'est bien sûr. Devenir un sage. Oui, je voulais transcender mon mal-être pour atteindre la sagesse. En fait, c'est le chemin inverse que je dois faire. Deviens sage et tu seras libre. Alors, c'est une réponse qui peut sembler assez évidente à vous qui écoutez, mais alors je n'avais absolument pas vu les choses comme ça. Pas du tout. En même temps, cette réponse me fait un bien fou parce que j'entrevois enfin la possibilité d'un changement. Mais bon, je ne sais absolument pas comment faire, devenir plus sage, vivre à partir du cœur chaque jour, être plus juste, vivre l'instant. Ça fait des années que j'essaye et c'est loin d'être évident, au quotidien en tout cas. Tu essayes pour obtenir un résultat, pour te libérer du joug des tourments,
Fais le choix d'être libre, fais-le vraiment, sans objectif, sans attente, sans pression. Choisir, c'est renoncer, renonce à qui tu crois être et rejoins doucement ton état de puissance. Ok, donc bon, ça peut sonner comme, je sais pas moi, une injonction en développement personnel, mais, peut-être que ça vient de quelque part, ces injonctions qu'on trouve dans le développement personnel, parce que c'est vraiment ce que la plante m'a dit. Le problème, c'est que, dit comme ça paraît simple, mais par où commencer? C'est ma question à la madre. Et bien sûr, évidemment, j'ai ma réponse. Il n'y a rien à faire, reste juste, suis le flot, aie confiance. La diète que tu vas commencer demain, les plantes que tu vas prendre vont t'apporter d'autres réponses. Suis le chemin qui s'ouvre, c'est tout. Ok, j'ai compris, c'est donc possible. La porte peut s'ouvrir, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour le moment et ça me suffit. C'est assez difficile de vous faire comprendre avec des mots à quel point cette prise de conscience m'apaise. Déjà, elle m'enlève un poids, déjà elle m'ouvre le cœur, suis les consignes. Le temps de me le répéter et j'ai déjà fait un pas vers la sagesse. C'est fou ça. Évidemment, ça bouillonne toujours dans ma tête. Les images apparaissent, repartent et puis d'autres abstractions viennent. Un vaisseau spatial. Un vaisseau de combat, peut-être le mien, je pense au Faucon Millenium, la résistance donc. Et avec cette image, le guerrier en moi se manifeste. Je connais cette part de moi, cet élan, cette énergie contestataire qui se cristallise sur la période que nous vivons en ce moment en France et dans le monde. Les injustices, la corruption, la domination que tentent de nous imposer les élites, ceux qui ont l'argent, le pouvoir de dire et de faire, donc les politiques, la finance et les médias. Et j'ai comme la sensation que le combat ne fait que commencer. C'est ce que semble me dire la plante. Enfin, en même temps, c'est pas un scoop. Peut-être est-ce mon mental d'ailleurs qui me rattrape à ce moment-là. En tout cas, ce qui apparaît, c'est la part du guerrier en moi qui se présente avec ce vaisseau. Puis étonnamment ou pas, je sais pas, je vois la tête de Macron, je vois son visage. Puis à côté de lui, je vois une tête de démon. Alors ce que je crois comprendre, c'est que ce diable-là est son successeur, à moins que ce ne soit Macron lui-même. C'est un peu vague pour le coup, cette image. Évidemment, nos projections, nos questionnements, nos pensées et problématiques ressurgissent et se mélangent aux images. Je ne sais pas à quoi penser de celle-ci, peut-être n'y a-t-il rien à comprendre. Et puis le spectacle continue, les lieux que je vais visiter dans les rêves récurrents de mes nuits ordinaires se manifestent. Je vois les endroits qui défilent, j'en ressens l'énergie et l'atmosphère, je les connais ces endroits. Je me dis qu'ils me sont vraiment familiers, mais qu'il y en a d'autres sur d'autres plans à visiter, des plans peut-être plus élevés. C'est ce qui me vient à ce moment-là. La prochaine fois que tu rêves, va sur des plans plus élevés. Ok, bon. Puis je pense à ma fille. La responsabilité de la paternité a été une épreuve pour moi. Je veux m'y arrêter. La plante me dit que c'est pas le moment. En tout cas, qu'il n'y a rien de compliqué à régler à cet endroit. Il y aura peut-être des choses à travailler concernant justement ta relation avec ta fille, mais dans une autre session. Ah bon, on va faire d'autres sessions, d'autres cérémonies ? Oui. Bon, super. Ok. Évidemment, il y a des milliers d'autres images qui viennent, ça va très vite, d'autres sensations étranges que je ne saurais retranscrire ici. J'en ai oublié beaucoup en plus, j'ai pas tout noté évidemment. Je vous fais le retour ici de ce que j'ai retenu et qui a fait sens pour moi consciemment, ce sur quoi je me suis attardé aussi par la suite pendant ma retraite dans la selva. Voilà, cela fait 4 ou 5 heures que la cérémonie a débuté et je commence à redescendre doucement, je reviens dans notre réalité familière, étriquée mais aussi rassurante. Tout va bien plus lentement, tout prend à nouveau du temps, tout est un peu plus lourd, mais je suis content aussi de retrouver mon corps, mes sens et un peu d'ancrage. Le retour donc se fait comme toute cette expérience, tranquillement, sereinement. Je ressens que pour cette session, le but n'était pas d'aller plus haut avec la madre, comme elle me l'a fait comprendre au début de l'expérience. D'ailleurs, je n'ai pas repris de breuvage en milieu de nuit comme cela est possible, c'était ok comme ça. Certains ont pris 2 fois l'ayahuasca, moi je me suis arrêté à 1 fois, c'était bien déjà. Ce qui ressort, et ça n'est pas très original car vous avez dû l'entendre 1000 fois, mais c'est ce que j'ai vécu intensément et de manière tellement vraie, tellement juste que ça mérite d'être redit.
j'ai senti que le plan humain, terrestre, matériel, est vraiment lié à l'ego, à la conscience individuelle, qui peut être blessée car elle croit que l'amour est une question d'individus, que nous sommes séparés les uns des autres. Sur un plan plus élevé, ce que j'ai vu, c'est que les problèmes, les blessures que nous ressentons, envie, jalousie, peur, tristesse, blessures d'ego, n'ont aucune espèce d'importance. L'amour inconditionnel est l'énergie qui baigne ce plan. Et par ailleurs, ce qui est fort, c'est la nécessité et la puissance du rituel. Notre environnement, le cercle que nous formions, était une barrière infranchissable pour les énergies négatives. Il y avait toute la bienveillance et la justesse des maestros, Fabienne, Jaime et Thibaut, que je remercie d'ailleurs. J'ai compris le rôle qu'ils jouent, des passeurs, une interface humaine entre les deux mondes, gardiens et protecteurs du cercle. J'ai vécu, ressenti ce moment de vie comme un instant juste. Les étoiles étaient alignées. Ce qui devait être fait l'a été avec justesse, simplicité, sérénité. Il y aura pour vous certainement dans ce retour d'expérience un champ lexical, des concepts et des idées que vous connaissez et qui peuvent parfois sonner comme des redondances New Age, des clichés souvent lus ou entendus, il n'en reste pas moins que l'intensité des moments vécus est difficilement descriptible et nous ramène inexorablement à l'amour. Et ce que j'ai ressenti était vraiment fort et juste pour moi. Vivre et entrevoir cette réalité, ça rend joyeux, plus léger, ça apaise, cela s'ancre car c'est profondément vécu. Reste que ce que je viens de raconter, c'est mon expérience. Chacun vit la sienne différemment. Ça peut être, je le crois, bien plus difficile, bien plus confrontant, bien plus violent. La mienne d'expérience était somme toute assez douce, vous l'avez compris. J'avais peut-être besoin de ça, ou j'étais aligné, bref, je sais pas, peu importe. Voilà, il est l'heure de rentrer. J'ai décidé de dormir à l'hôtel dans mon bungalow, qui est à 5 minutes à pied du centre. D'autres vont dormir ici, dans la Maloca. Demain, départ pour la forêt. Rendez-vous à 9h. Les curanderos nous ont bien conseillé de ne pas trop échanger avec l'extérieur, de rester bien calme et de tenter de dormir. Il est environ donc 4h du matin et j'arrive à ma chambre après 5 minutes de marche. Je sais pas si je vais pouvoir dormir, c'est pas certain. J'ai envie de partager ce que j'ai vécu, les compréhensions que j'ai eues. Mon esprit est pas totalement clair, mais mes sensations sont encore fraîches et j'ai pas trop envie d'écrire. Moi, j'ai envie de le dire à quelqu'un, quoi. Alors, je vais appeler ma chérie. Bon, et les curanderos m'ont bien dit, ils ont bien déconseillé de parler aux gens, d'extérioriser, surtout en ce moment. Le truc, c'est qu'on va partir en diète demain pendant 9 jours et que c'est important de rester concentré sur soi. Mais moi, j'ai vécu un tel moment qu'il faut que je le dise, en fait. Donc, je veux lui en parler. Avec le décalage horaire, il est quoi, 10h du matin en France? Allez, ouais, j'appelle. Allô, ma chérie, il faut que je te raconte. Non. La liaison est coupée. Je comprends pas, j'essaie de rappeler. Pas moyen. Plus de Wi-Fi. Vous y croyez, vous? Quel hasard! Bon, je prends vraiment ça pour un signe. En même temps, voilà, avec ce qui vient de se passer, ce que j'ai vécu, je vois pas comment je pourrais le prendre autrement. Tant pis, je vais aller me coucher. Demain, on part pour la selva. Takiwazi, 9h, je suis à l'heure. La nuit fut courte, j'ai eu un peu de mal à m'endormir. Et nous embarquons dans des véhicules avec nos sacs et une bouteille d'eau. Le mien de sac est vraiment minimaliste, 2 caleçons, 2 t-shirts, un survêt léger pour les moustiques et un sweat. Une frontale, un livre sur le shivaïsme, mon zoom pour enregistrer les sons de la forêt et vas-y.
Voilà, ça roule. Après 25 minutes de voiture sur un sentier de terre, nous arrivons au pied de la montagne et nous partons pour une bonne heure de marche jusqu'à nos tambos. C'est comme une petite rando le long de la rivière. Les lieux sont magnifiques, la forêt est luxuriante et encore, on n'est pas en haute saison. Ça monte pas trop. Moi, je discute avec Samuel, avec qui j'ai un bon feeling depuis mon arrivée. Et finalement, voilà, on arrive très vite et sans peine à destination. Le lieu ressemble à un petit village des tambos, huttes traditionnelles amazoniennes qui sont réparties en cercle, espacées d'environ 50 mètres. Au centre, il y a une maloca et puis la cabane du gardien. Dès notre arrivée, celui-ci nous assigne notre habitation. Le gardien est un des curanderos du centre, c'est lui qui passera quotidiennement 3 fois chez chacun d'entre nous pour nous apporter nos breuvages de plantes. Donc je découvre mon espace de vie pour les 8 jours et 8 nuits à venir. Il s'appelle Tabaco, il fait 5-6 mètres carrés, un hamac, un lit, une moustiquaire, une chaise, le sol en terre battue, pas très droit. Voilà, je me retrouve seul, je rentre, je pose mon sac et ma bouteille d'eau, et puis je sais pas, je vais m'asseoir, tiens, puis penser. Je sens déjà que ça va être très long. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais repérer un peu les lieux. C'était assez vite fait, mais je prends mes marques. Le temps passe un peu, il est midi, et j'entends parler, c'est le maestro qui arrive avec un des gars du centre qui l'assiste sûrement pour me donner la plante du midi, la rosacea. Et c'est bien ça, j'absorbe le liquide. Je sais qu'après le breuvage, je dois aller me laver dans la rivière. Grande aventure en perspective. Chaque jour, je dois me laver 2 fois dans la rivière. Alors pour être propre, mais surtout parce que je prends une plante qui s'appelle la rosacea et qui nécessite un quart d'heure après l'avoir prise de se laver. Je crois que ça va être l'activité la plus intense de mes journées, ces 2 bains quotidiens dans la rivière, après chaque prise d'arosacea, le matin et le midi. Et la rivière n'est pas tout à côté, hein. Je pense que ça va rythmer mes journées, c'est bien. Voilà. Nous sommes en milieu d'après-midi maintenant. On va faire un petit point. Vous avez entendu ce bourdon qui vient nettoyer une merde d'un des coqs. Il y a des poules ici. Il y a un coq magnifique. Un coq de concours. En fait, tous les animaux sont flamboyants ici. Ils sont gros, ils sont beaux. Et donc il y a un coq. Puis j'ai vu qu'il avait chié devant à 3-4 mètres de ma cabane. Et on voit des dizaines, des centaines de petits insectes de toutes sortes qui vont nettoyer tout ça. Enfin, en tout cas, qui vont se nourrir de la merde de coq. Mais à quel point on voit comment la nature est intelligente. Tout est bien, c'est fluide, quoi. Enfin, bien. Tout est comme c'est. Ni bien ni mal. C'est fou, je suis là depuis, je sais pas, peut-être 5 heures, 4-5 heures, je sais plus, 6 heures, je sais pas. Et déjà, le contact avec la nature, ça nous met face à cette intelligence-là, dont on fait partie. Et ça nous connecte avec ça. Alors bon, il y a l'ayahuasca hier, il y a le fait aussi que j'ai pas mangé. Donc,
Donc, et puis que j'ai pris la plante aussi tout à l'heure. Donc, mais voilà, je suis... Ah, un moustique je l'ai eu, tiens. Je suis assez calme. En fait, regardez les insectes là autour de moi. C'est un vrai spectacle. Bon bah, contemplation. Une grande partie de mon emploi du temps va y être consacrée. Je suis encore en lien avec la plante. La cérémonie est encore fraîche et je sens encore en moi la présence de la madre. La journée se termine doucement car tout est lent. Le maestro passe me donner mon verre d'albaca. C'est un peu comme le basilic de chez nous, mais en bien plus fort. C'est ma deuxième plante de diète, celle que je prends le soir. Autant avec la rosacea, ça va. Autant avec l'albaca, c'est plus difficile. J'ai du mal, c'est pas très bon. Je sens que la boisson du soir va être une épreuve. Le soleil se couche, la nuit tombe. Je suis dehors sur ma chaise et j'entends les klaxons. C'est une autre faune qui semble se manifester, les bruits de la forêt se métamorphosent et c'est une toute autre atmosphère sonore qui s'installe et que je découvre. Je reste un moment, il fait nuit noire, première nuit dans la forêt. Ça fait 3 journées que je suis là. Il a fallu s'organiser parce que c'est tout un art de ne rien faire. J'ai pris le pli, réveil 5 heures avant le soleil donc. Je lis ou je patiente un peu dans mon lit et dès que le soleil se pointe, je me couche dans mon hamac. Je passe du lit au hamac où je sors et je m'assois sur une chaise, c'est au choix. C'est un peu un lieu commun, un cliché. Je pense que tout le monde s'en doute, mais se retrouver tout seul dans une hutte avec un toit en paille, avec un hamac, une chaise, un lit, une moustiquaire, pas de rangement, juste une planche, pas de table. Ça oblige déjà à être organisé. Parce que même si on n'a pas grand chose, moi j'ai un petit sac, un bouquin, un carnet de notes, mon zoom, et puis quelques habits. Et bien comme il n'y a pas beaucoup de place, même ça, il faut le ranger. Et puis, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Rien à faire de toute la journée. On attend la nuit. Puis la nuit, j'ai pas sommeil. Mais donc toute la journée, je suis centré sur mes pensées. Et petit à petit, chaque jour, surtout le matin au réveil, après les rêves amènent des réflexions qui vont amener, je pense, à des prises de décision. Je pense que c'est le processus de la diète. L'ayahuasca a révélé un certain nombre de choses, m'a donné beaucoup de réponses. Et la diète est là pour poser les choses et pour envisager comment incarner dans la 3D le chemin à prendre suite aux réponses de l'ayahuasca, qui a été merveilleuse avec moi. Je
pense qu'elle l'est avec tout le monde, mais moi j'ai pas visité les profondeurs. C'était très doux. Je sais qu'il y en a qui se confrontent à des démons, ou d'autres qui touchent à l'extase, qui dépassent la mort de l'ego et ont vraiment une révélation lumineuse, enfin un éveil. Moi j'ai pas eu ça. Enfin, je crois pas. Par contre j'ai eu des réponses très très claires, c'était limpide. C'était c'était chouette. C'était vraiment extraordinaire comme expérience. Je suis arrivé au bon moment, c'était le bon moment pour moi. Ça y est, les 150 mètres carrés autour de mon tombeau n'ont plus de secret pour moi. J'ai bien observé mes voisines, hein. Les fourmis, ce sont vraiment des bosseuses. Pas le temps de boire un café, hein, elles tracent. Et puis j'ai un autre pote, un gros crapaud qui passe me voir chaque soir. J'ai vu des petits singes aussi, je crois que ce sont des douroucoulis. Et puis des grands papillons. Bref, je me suis bien intégré, j'ai pris mes marques. Et donc là, voilà, 5e jour dans la hutte, qui s'appelle Tabaco. 2 bains par jour dans la rivière, donc je descends la rivière qui est assez bas quand même, donc revenant, ça faut escalader, c'est pas rien. J'y vais 2 fois parce que la rosacha, la plante que je prends, nécessite que je me baigne dans le quart d'heure qui suit. Donc le matin, le gardien chaman arrive et me donne un verre d'Arosacha. Le midi, il repasse avec un autre verre d'Arosacha. Et le soir, avec un verre d'Albaca. Ce sont les 2 plantes maîtresses qui ont été choisies pour ma diète. L'Arosacha, c'est une plante qui permet d'être pas trop être dans le mental. Voilà, d'être posé. Et l'Albaca, c'est une plante qui permet au système immunitaire de se renforcer. Donc je mange de temps en temps. Effectivement, c'est une diète, c'est pas un jeûne. Donc le gardien passe avec toujours la même chose, une espèce de riz, enfin c'est plutôt de la soupe de riz que du riz, avec du son de blé dessus pour éviter la constipation, et puis une banane plantain cuite à l'eau. C'est vraiment pas bon. Il n'y a pas de sel en fait, on ne doit pas avoir ingéré du sel pendant cette diète. Donc en fait, même manger, c'est pas toujours une perspective réjouissante. Faut avoir faim vraiment. Donc moi, j'ai mangé 3 fois en 5 jours et demi. Voilà. Puis là, je pense que je vais manger 1 fois par jour jusqu'à la fin de la diète, ou 1 fois par 36 heures, je sais pas trop. Il me reste 3 jours, enfin 4 nuits avec celle-ci. Donc oui, le corps est au ralenti. Chaque chose est doit être faite avec précision, avec calme, sans se presser. Parce que rien n'est pratique, même le sol n'est pas droit ici, donc voilà. Même aller dans mon hamac, c'est toute une expédition. En sortir, c'est pareil. Et puis voilà, puis évidemment, il y a les moustiques. Donc oui, je disais, chaque chose prend du temps. Tout prend du temps. Et c'est bien comme ça. Et puis évidemment, il y a toute une population autour de moi. Et comme j'ai le temps, je regarde ce qui se passe. Et il y a des aventures extraordinaires qui se passent, notamment par terre. Évidemment, des milliards de fourmis de partout, en fait. Il y a je sais pas combien de fourmilières déjà autour de mon tombeau, ma cabane. Et je vois passer des fourmis qui portent des petites feuilles qu'elles sont allées découper dans les arbres, et puis qui
qui les ramène dans la fourmilière. Je suis allé voir dans la fourmilière, dans le sol, souterrain, c'est des galeries souterraines apparemment, de ce que je vois. Il y a 2-3 entrées, 3-4 entrées, mais c'est immense, c'est gigantesque. Et les fourmis vont et viennent, montent dans les arbres, découpent des feuilles et les ramènent. C'est assez incroyable de voir cette intelligence. Puis évidemment, il y a des moustiques, il y a des sauterelles, des araignées, des grosses araignées, des gendarmes. Enfin, il y a plein de bestioles, hein. Des papillons magnifiques qu'on voit que dans les musées ou dans les films. Il y a une vie incroyable. Et même la forêt est dense, et des lianes, des feuilles de partout. Même le sol devant mon tombeau change chaque jour en fait, avec les pluies, parce qu'il pleut assez régulièrement. Donc là, l'eau coule devant et le sol change tous les jours. Bon bref, hein, ça va peut-être vous faire chier vous, parce que vous êtes dans la vie, dans la ville. Et ben moi je suis dans la forêt, dans la nature, à l'origine du monde et du temps. Et je n'ai rien d'autre à faire qu'observer les animaux. Et c'est très... ça nous remet à notre place vraiment. À l'origine du monde, je sais pas, mais ce qui est certain, c'est que ce monde-là, dans la selva, est bien plus réel que le nôtre. Nos concepts et projections ont construit des sociétés, des villes, des frontières, des États, des lois qui n'ont pas d'autre valeur que celles que nous leur accordons. Ici, il y a soi et les éléments. Ici, on se rapproche de nous-mêmes. Alors évidemment, l'ayahuasca m'a montré ça, m'a montré notre lien avec la nature. Ça, c'est quelque chose de très prégnant, très puissant. Et ça va changer beaucoup de choses, je pense, en moi. Je pense que tout le monde devrait faire cette expérience d'une manière ou d'une autre pour reconnecter avec qui nous sommes vraiment. Et puis comprendre tout le mal que nous faisons à cette planète, mais ça doit être ainsi. J'ai aussi compris que tout a une raison d'être. Tout. De ma naissance à cette seconde-là, tout ce que j'ai fait avait une raison d'être pour m'amener ici, maintenant, et prendre le chemin que je vais prendre. Voilà, mais sans jugement en fait. Et d'ailleurs le jugement, c'est quelque chose aussi qui m'est venu. Le jugement sur les autres, sur soi d'abord. Pas de jugement. Tous les jugements sont mauvais en fait. Tout est ok. Pas de bien, pas de mal. Assumer sa puissance, c'est suspendre tout jugement sur soi-même. Donc voilà, le temps s'écoule lentement, obstinément vers l'océan. Mon bateau ivre ne sait plus où est l'aval, où est l'amont. Le temps est juste une illusion. Je me baigne dans la rivière, c'est fou. Moi qui n'aime pas le camping, je vais me laver dans la rivière et je dors sur un espèce de matelas avec un sommier, pas de sommier en fait, c'est une table. Et c'est hyper dur. Et ça se passe bien, très bien. Je me fais chier, hein, c'est vrai. C'est vrai qu'on se fait chier quand même des moments. Il y a des moments de sérénité, vraiment calme. Il y a des moments où on se dit putain, encore combien de jours? Là je me dis encore 1, 2, 3 jours. 3 jours, 4 nuits. Mais ça va, ça se fait. Je pensais que les plantes que j'allais prendre allaient me mettre dans des états particuliers. C'est pas le cas. C'est pas du tout des antéogènes, hein. C'est des plantes maîtresses qui ont d'autres qualités et puis qui travaillent sur plein de plans apparemment. Mais c'est pas spectaculaire. Par contre ça pose quoi. Donc quoi dire d'autre? C'est pas mal déjà, hein. Allez, à plus tard.
Il pleut, le tonnerre gronde, il est tard et je ne dors pas. Il faut dire que mes journées sont plutôt calmes, je me dépense pas beaucoup. Alors j'ai pas vraiment sommeil et puis je réfléchis. Vous connaissez peut-être mon cheval de bataille si vous suivez Calreco. Vous savez que j'ai beaucoup de mal avec le rationalisme. Comment pourrait-il en être autrement ? Mon fonctionnement au quotidien est aux antipodes d'un cartésien et si je me retrouve ici, c'est par idéalisme, aux deux sens du terme philosophique parce que je crois à l'antériorité de la conscience sur la matière, au sens commun aussi parce que je crois en l'humanité et à un monde meilleur. Et je pense que les plantes peuvent nous conduire vers plus de connaissances, de compréhension, d'amour de soi et des autres. Donc bref, même ici dans la forêt, je pense au rationalisme et à ses promoteurs. Ce qu'on touche ici, sans même parler de la séance d'ayahuasca, juste le fait d'être dans la nature, ici connecté à ce qui vit autour de nous, aux plantes, aux arbres, aux animaux, à la rivière, dans le silence. Enfin le silence. Non, c'est pas vraiment le silence. D'ailleurs la nuit c'est un concert de klaxon, mais je sais pas quels sont ces oiseaux. Je pense que c'est des oiseaux qui klaxonnent. Je sais pas d'autres mots. Donc oui, ce rationalisme est tellement loin de ce que nous sommes profondément. C'est tellement bête, c'est tellement réducteur de la nature profonde de l'homme, c'est tellement néfaste. Ces gens-là nous entretiennent dans une réalité qui ne l'est pas, qui n'est pas réelle. Nous entretiennent dans un monde qui va vers une matérialisation, une numérisation, une technologisation à outrance. C'est à cause d'eux qu'on va là-bas. C'est à cause des rationalistes. Vraiment. Et le pire, c'est qu'ils n'en ont pas conscience. Ils ont beau... Thomas Durand a beau se pavaner dans la nature en s'extasiant devant je ne sais quel volcan. Je crois qu'il était allé en Islande. J'avais vu une vidéo ou ailleurs, je sais plus. Mais en fait, ces gens font partie des gens qui détruisent le monde en rationalisant tout. Et puis évidemment en considérant que la conscience est produite par le cerveau, mais ici on se rend bien compte quand on est là que tout est conscience, que les fourmis ont une conscience, peut-être collective d'ailleurs, peut-être pas individuelle. Les plantes ont une conscience, là évidemment quand on fait une session d'ayahuasca on comprend. Et là on est en connexion avec la conscience de la plante qui est bien plus intelligente que nous, elle est bien plus ancienne déjà. On est ses enfants, les plantes sont arrivées avant nous, et moi j'ai cru comprendre, alors riez si vous voulez, mais j'ai cru comprendre dans ma session que la plante me disait qu'elle venait d'ailleurs, qu'elle venait pas de la terre, qu'elle venait de l'espace. Ce qui n'est pas d'ailleurs, je veux dire, ce qui est très logique, La terre a pu se développer peut-être parce qu'à un moment donné, un météorite est arrivé avec des bactéries ou je ne sais quoi qui ont donné naissance à des plantes. En tout cas, elle m'a dit ça. Parce que j'ai beaucoup communiqué avec la plante. Pendant cette session, d'autres communiquent moins. Moi, c'était le cas vraiment.
Et oui, finalement, le moment de rentrer est arrivé, je n'y croyais plus. Le maestro est passé pour sonner la fin de la diète. Nous nous sommes rendus dans la maison du gardien, donc dans sa maison, pour déguster la meilleure soupe de pollo de l'univers. Nous nous sommes racontés les uns aux autres comment nous avions vécu ces moments qui, malgré l'éloignement de nos tambours et l'interdiction de nous croiser, voire même de nous regarder, nous ont rapprochés parce que c'était beau, c'était simple, c'était souriant, c'était serein. Merci. Nous avons repris nos sacs et sommes descendus de la montagne avec des réponses, certainement aussi encore des questions, avec les idées claires, le corps et l'esprit reposés. De retour à Tarapoto, j'ai repris mes marques à l'hôtel Los Swingos. J'avais dans l'idée, en venant au Pérou, de visiter et de m'en mettre plein les yeux. C'est tentant, hein, tant ce pays est magnifique et mystérieux. Et là, il me reste 12 jours avant mon départ pour la France. Mais j'ai décidé de rester ici à Tarapoto, dans mon sympathique hôtel. J'ai décidé de rester et de digérer, enfin d'essayer de digérer et d'intégrer l'expérience que je viens de vivre, de suivre ma post-diète tranquillement, parce que j'ai un régime particulier, et puis c'est vrai que ça va pas être évident d'aller de resto en resto si je commence à me balader un peu partout dans le Pérou. Donc voilà, ça sera pour une autre fois, je vais rester tranquille jusqu'à mon départ, certains vont faire comme moi, et j'en profiterai pour les rencontrer mieux, pour peut-être les interviewer aussi même. C'est certain, je vais faire ça. J'irai aussi voir Fabienne Bacle, chamane, avec qui nous avons fait cette session d'ayahuasca. Et puis j'irai voir Jacques, qui a créé le centre Takiwazi, et pour les interviewer l'un et l'autre, et leur dire merci aussi. Voilà, ça va être vraiment tranquille. Serein, mais je suis très content. Il y a un avant et un après, je vais suivre le chemin, je vais faire ce que la plante m'a dit, il n'y a rien à faire, juste écouter, sentir, voir, s'ajuster et poser des actes en conséquence. Et je reviendrai certainement l'année prochaine ou un peu plus tard. Avoir ouvert cette porte de la perception ici à Tarapoto est une décision dont je ne mesure certainement pas encore la portée. J'ai juste envie de dire merci. Yoda no ro no go yoda panai panayon na na to yoda gira Bewa yoba no ayahuasca bewa bo kepe boi bewa shamangi Nesgadaiki nesgadaiki atoyora kira payam bogina atoyora gai Bewa medicina bewa kepe boi atoyora gira Shinayama masa Shinayama miya benso abano nesga shamangi mi yoda abano poro shamamabi tseka boginda
Yoda Gida Yoda Vida Gida Nơ Ya Vi Cơ Bừng Gi Mơ Giá Nơ Tơ Cơ Bừng Gi So E Nơ Tơ Cơ Bừng Gi Cơ Bừng Yo Ro Ba No Awe Rama Oingi Mơ Giá Nơ Tơ Cơ Bừng Ro Yoda Gida Mato Yoda Gida Mera Bo Gida Mato Isi Merani Ai Rongi Merani Mera Bo Gida Ra Yoda Gai Avano mi yoda avano nuska shamangi dro shamangi mi yoda avano iwe so dama iwe so o me arba so kai shamanar nuska rai kim nuska rai ki no ko wa be devi no ko wa be devi mi de si na wa wo ayahuasca ikara ke pe boy wa in ke pe boy kano abo kano abo ne te ke pe bo ki ra na matanita to ri wa tanita so a boy da a bo wa yo wa no a bo wa yo wa no a bo wa no se ne a yo danandra se ne a yo danandra mi yo ra ka sa a ka i no ko ne tang vi ti vi chi ti ba ke zo wa ma sa shi na ya ma wo mi yo ra ben ro wo so a yon ta na Je ne suis plus certain, comme je le disais en introduction de cet audio, que nous sommes responsables de toute notre souffrance. Il y a des mondes qui interagissent avec le nôtre. Les univers s'interpénètrent, leur nature émotionnelle, spirituelle s'entremêle, des êtres voyagent entre les mondes et certains chevauchent nos inconscients à notre insu évidemment. Il y a, je le crois maintenant, des réalités qui s'entrechoquent et s'interpénètrent et nous, pauvres humains handicapés par nos psychés matérialistes, ne percevons qu'un infime fragment de la substance universelle dans laquelle nous baignons. Je l'ai appris au Pérou, les mondes spirituels abritent seulement deux sortes d'entités, les bonnes et les mauvaises. Pas de faux semblants, de demi-mesure, pas de nuances de gris comme chez les humains, c'est noir ou c'est blanc. Entités pernicieuses, voire maléfiques, vampires ou démons, se nourrissant de nos émotions négatives, peuvent nous influencer, nous blesser, infester, posséder. Les entités lumineuses, anges, guides, êtres de lumière, eux peuvent nous protéger, nous montrer le chemin. Il faut du temps pour concevoir cette réalité dont la vision semble empruntée à des théories New Age éculées. Auparavant, sans certitude, j'étais plutôt ouvert à ces conceptions théoriques de l'au-delà, ouvert simplement. Mais plus que le temps, c'est l'expérience directe qui a fait évoluer ma conception du monde, plutôt ma conception des mondes, car la médecine amazonienne traite notre nature spirituelle.
Quand tout a été tenté, quand la médecine allopathique ou les thérapies psy n'ont pas apporté toutes les réponses, la puissance du processus de retraite, purge, ayahuasca, diète, peut faire des miracles. Elle apporte des réponses, peut-être pas celles attendues d'ailleurs. Et c'est en cela que dans mon cheminement personnel, il y a un avant et un après Takiwazi. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que c'était pas trop long, que c'était intéressant. Pour ceux qui ont envie de faire un pas de plus avec nous, je vous propose de nous rejoindre sur Patreon parce qu'on y diffuse du contenu exclusif. Il y aura sûrement du contenu en lien avec ces 2 épisodes que je viens de poster et qui concernent mon expérience au Pérou. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite bon vent, restez conscients, respirez et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.